Donc on arrive dans notre deuxième chapitre sur le thème comment entreprendre. On a vu l'entreprise individuelle, maintenant on va voir la société. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'entreprise sociétaire? L'entreprise sociétaire, le plus important, c'est une personne morale. Alors une société qui possède une personnalité morale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une personne juridique. Elle a la capacité juridique, c'est-à-dire qu'elle peut faire un certain nombre d'actes juridiques et elle possède un nom, le nom de la personne morale. Par exemple, je dépose que mon entreprise, c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est Renault. Voilà, donc elle a un nom, elle a un patrimoine, donc des usines, de l'actif, un actif et un passif, elle a un domicile, c'est son siège social, elle a une nationalité. Donc elle est capable, vous voyez, elle est fondée sur un contrat de société qui est appelé statut, c'est un écrit qui fonde la société, et vous voyez qu'elle peut faire des actes juridiques, c'est-à-dire qu'elle peut ouvrir un compte en banque, elle peut recruter des salariés, elle peut faire des actions en responsabilité au prud'homme, elle peut acheter des biens, elle peut facturer, etc. Donc, il y a une personnalité morale. Donc, pour que cette société existe, donc, elle doit rédiger des statuts avec son objet, son nom, ce qu'elle possède, etc., sa nationalité, et elle doit aussi aller s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés appelé RCS. Alors, grand B, l'entreprise sociétaire, elle repose sur ce qu'on appelle l'affectio societatis. L'affectio societatis, ça correspond à la volonté d'une participation active de tous les associés à la vie de la société. Donc voilà, c'est la jurisprudence qui détermine que pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait une volonté de participation active de tous les associés à la vie de la société. Alors la source, c'est le droit, c'est l'article 1832 du Code civil. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc vous voyez, nous avions vu une société, une EURL, avec une seule personne, avec associé unique. Ici, dans une société, il faut au moins être deux ou plusieurs personnes. Donc, on a la volonté de s'associer, de mettre des choses en commun, de partager des bénéfices, mais bien sûr aussi, on s'engage à contribuer aux pertes. Donc, l'affectio societatis. L'entreprise sociétaire existe maintenant sous différentes formes. Alors, vous avez la SARL classique, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée. Donc, le nombre d'associés, c'est entre 2 et au plus 100 associés, avec un capital libre au minimum. Le pouvoir des associés, il est proportionnel au capital détenu, donc en fonction du nombre de parts sociales. La responsabilité des associés, elle est limitée aux apports, donc vous pouvez perdre au maximum le montant de ce que vous avez apporté. Les résultats sont répartis entre des dividendes ou bien mis en réserve, et on verra la direction. Vous avez ensuite la SAS classique, qui est la société anonyme simplifiée, par action simplifiée, pardon. Il faut être au moins 2 salariés, un capital minimum qui est libre, et le pouvoir des associés, par contre, il sera défini par les statuts, là encore, limité au montant des apports quant à la responsabilité des associés. Après, vous avez une société anonyme classique, avec au moins 2 associés, et il faut qu'il y en ait au minimum 7 si vous voulez être coté en bourse. Le capital minimal, lui, il est de 37 500 €, et le pouvoir des associés sera proportionnel au capital détenu. Donc on va regarder un petit peu la direction. Dans une SAS classique, vous avez un gérant qui est nommé par les associés et dont la durée de mandat est librement fixée par les statuts. Donc la société par action simplifiée. Il va pouvoir faire, ce gérant, des actes de gestion courante. Dans une SARL classique, qui convient plutôt aux petites et moyennes structures, qui possèdent des règles de fonctionnement assez strictes et sécurisantes pour les associés, vous avez un gérant qui est nommé par les associés, et la durée de son mandat est fixée aussi par les statuts. Les assemblées générales extraordinaires, ce sont toutes les décisions. À chaque fois, il faudra en convoquer une. À chaque fois qu'il y aura des décisions qui vont entraîner une modification des statuts,
que ce soit la forme de la société, que ce soit sa dénomination sociale, des règles de fonctionnement. L'Assemblée générale ordinaire, par contre, a lieu au moins une fois par an, approuve les actes de gestion courante et peuvent aussi nominer ou remplacer un dirigeant tous les ans. On regarde si le dirigeant actuel est reconduit ou c'est un nouveau dirigeant qui va être nommé. Donc voilà pour la société à responsabilité limitée. Pour la société par action simplifiée qui convient à toutes sortes de structures avec des règles de fonctionnement assez souples, et la société anonyme qui convient plutôt aux plus grandes structures avec des règles de fonctionnement moins strictes. La société coopérative. Alors la SCOP, la société coopérative, a été créée. Le but, c'est d'éviter que le profit capitalistique soit le seul objectif de l'entreprise. Le plus souvent, elle résulte de la transformation d'une société de droit commun en société coopérative, suite généralement à des menaces de fermeture de la première société. Alors, ces formes, ça peut être société anonyme, société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée. Vous savez que vous l'aviez vu dans l'économie sociale et solidaire, les salariés sont des associés majoritaires. Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital. Associés majoritaires, ils détiennent au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. Alors comment le pouvoir est réparti? Chaque associé possède une voix. Vous voyez, c'est très différent puisque dans les sociétés classiques, chaque associé a autant de voix que de parts sociales qu'il détient. Alors que dans ce cas-là, eh bien, chaque associé, qu'il détienne plus ou moins de capital, a une voix. Quant aux bénéfices, qu'est-ce qu'on en fait? Les bénéfices sont répartis en trois quarts. Premier quart, on appelle ça la part travail. 25% des bénéfices revient aux salariés sous forme de complément de salaire, d'intéressement ou de participation. Deuxième part, la part capital, au maximum 33% des bénéfices, ils sont reversés aux salariés associés. Et troisième part, la part entreprise, au minimum 16%, ça pourrait être plus. C'est une réserve qui est impartageable et qui va servir à renforcer les fonds propres. En cas de départ d'un sociétaire, sa part de capital lui sera remboursée. Donc en 2015, les SCOP ont consacré en moyenne 44% des bénéfices à la part travail, 43% aux réserves et 13% à la rémunération des parts sociales. Donc vous voyez, l'objectif, ce n'est pas tout à fait la rentabilité du capital, c'est plutôt, on est plutôt dans un objectif de développement, de solidarité et de développement de l'organisation. Donc voilà pour ce petit travail sur les sociétés. À vous de faire le petit quiz pour bien valider ces nouvelles connaissances de cours.